Bonjour, je vais faire une vidéo sur la philosophie, car c'est une chaîne de philosophie et je dis toujours qu'il faut commencer par définir ce dont on parle. Or, je n'ai même pas encore défini la philosophie. En l'occurrence, comme je le dis, on peut toujours trouver des définitions sur Internet au terme, mais c'est important de se trouver sa propre définition, qui est inspirée des définitions qu'on connaît, qui s'en nourrit, mais qui soit la sienne et qu'on crée aussi. Car ça ne suffit pas de partir d'une base préexistante, il faut aussi créer. Je vais essayer de revenir donc à l'essentiel et à ce qui définit les choses, car donc c'est tributaire du langage, car le langage permet de définir, et c'est ce avec quoi on pense, c'est l'outil avec lequel on structure la pensée. La pensée finalement c'est une forme de puzzle avec des termes. C'est aussi pour ça que parfois on utilise des termes techniques qui définissent quelque chose de très précis, qui pourrait être dit autrement, mais qui ne dirait pas exactement la même chose. Donc la philosophie provient étymologiquement, l'étymologie c'était là, justement la racine des choses, du grec philosophia, qui signifie littéralement amour de la sagesse. Donc ça peut être très intéressant de commencer par même aller en profondeur dans la définition de cette définition, et donc dans la définition déjà pour commencer de l'amour. L'amour, étymologiquement dans le grec, ça provient de amor et de eros, qui veut dire vie, littéralement. Donc il y a le eros, le thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort dans la mythologie grecque, je pense qu'on connaît, et ça revient justement à la vie, qui a un lien direct avec l'amour, la reproduction, etc. Quelque chose pour lequel on a de l'amour, c'est quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on aime, donc quelque chose qui nous fait foncièrement du bien, auquel on s'identifie, on veut s'attacher et s'unir. Donc amour et de la sagesse. Et donc la sagesse, ça renvoie à un idéal religieux, donc ça provient étymologiquement du terme sophia, qui veut dire penser sa vie et vivre sa pensée. Et donc le tout d'être en cohérence. Ça a une connotation éthique qui est l'idée de se rapprocher du bien. Et la sagesse, c'est penser comme trouver justement une cohérence, un équilibre, un juste milieu. Donc d'où l'idée du juste milieu. D'ailleurs, l'école de pensée à laquelle je suis le plus attaché dans la philosophie orientale, et en l'occurrence dans le bouddhisme indien nagarjunien, c'est justement la voie du milieu, ça dit tout, donc c'est justement trouver cet équilibre parfait, comme l'équilibre des forces dans le monde, entre les forces mâles, les forces femelles, entre le yin et le yang, par exemple, dans le taoïsme. Donc il y a toujours cette vision-là des choses dans les religions et sagesses orientales qui sont en fait totalement des philosophies. Voilà, ça c'est à la base, qu'est-ce que c'était que la philosophie. Et donc la philosophie peut être, pour rentrer plus dans le concret, répartie en trois grandes questions qui reviennent aux trois grands invariants de la scolastique à l'époque platonicienne et qu'on retrouve dans la pensée chrétienne, qui sont le bien, le vrai et le beau. C'est les trois invariants platoniciens qui ont été définis donc à l'époque dans l'Antiquité grecque par Platon. Et par exemple, Whitehead, qui était à la fois un philosophe, un mathématicien et un logicien illustre, disait que la philosophie occidentale était les notes de bas de page de la pensée de Platon, et que finalement tout était un réagencement de la pensée de Platon parce qu'il a touché à tous les domaines, et il a posé les plus grandes questions. Donc on peut considérer qu'il y a donc dans la philosophie une dimension religieuse au sens littéral du terme et étymologique de religere, de relier, car ça a trait à l'amour, et religieuse au sens du lien justement au sacré, car l'idéal de sagesse est lié à cette vision sacrée. Et donc, encore une fois, on y revient, ce qui touche la philosophie au niveau le plus fondamental, et donc la métaphysique qui touche à ces questions-là de sacré. Et qu'est-ce qui touche autrement en mettant au jour des réalités fondamentales sur le réel? Évidemment, les deux sciences les plus fondamentales, la physique théorique et les mathématiques. D'où le lien entre toutes ces choses. Et d'ailleurs, à l'époque, on définissait les sciences comme la physique et les mathématiques, comme des dérivés de la philosophie. Donc la philosophie englobe tout cela. C'est raison pour laquelle c'est l'essence même de l'humain, qui est un animal métaphysique, d'après le philosophe allemand du 19e siècle, Schopenhauer, et un roseau pensant, au sens du philosophe français, justement mystique aussi, Pascal, qui était également scientifique, parce qu'à l'époque, les grands penseurs étaient des polymathes, c'est-à-dire qu'ils touchaient à tout, comme par exemple Leibniz ou Newton. Finalement, on peut considérer que justement la philosophie est l'essence de l'humain, une essence qui a été trop perdue. Et donc l'idée c'était de penser sa vie et vivre sa pensée dans une forme de symétrie parallèle. Donc là, si je pose la question de qu'est-ce que la philosophie, c'est pour vous définir la philosophie d'après moi et ma vision de la philosophie qui va être liée à ma vision de cette chaîne pour bien vous faire passer pourquoi cette chaîne est différente et unique et quel est son objet. On peut considérer la philosophie comme l'art finalement du raisonnement, comme une activité de pure spéculation sur tout, sur l'être. Donc l'art du raisonnement qui renvoie justement au logos, par exemple, dans la chrétienté, qui est le langage qui s'est fait chair en la figure prophétique du Christ, qui encapsulait la pensée divine, et qui était un concept métaphysique, et qu'en fait, qui est à la fois un langage, à la fois un pur esprit, et à la fois une logique, car la logique étant la condition de possibilité de toute chose. D'où l'idée, si on reprend l'évangile selon saint Jean, qui disait que tout a été créé par le Verbe. Le Verbe, la parole, le logos, la logique, finalement,
si on y réfléchit, c'est à peu près la même chose. Aussi, quelque chose qui me paraît intéressant, car la philosophie est beaucoup critiquée pour être une activité théorétique, c'est-à-dire de théorie pure pour la théorie, qui n'a aucune vocation pratique, eh bien l'idée est de montrer que la philosophie peut être utile pour justement vivre aussi. La pensée de Montaigne ou des épicuriens ou des grands sages, en fait, ça aide à vivre. Pour moi, il ne faut pas distinguer les choses. Et par exemple, même le corps et l'esprit, d'après une vision moniste, c'est-à-dire une vision qui considère que les deux sont liés, en fait, ne sont pas indissociables, ils sont liés. Et donc, le proverbe grec qui dit un esprit sain dans un corps sain est particulièrement juste, d'après moi. Et donc, on peut considérer en fait que l'humain, globalement, il a créé 5 choses fondamentales pour accepter sa vie et sa condition, qui sont justement la philosophie, la science, l'art, la religion et le sport. Et donc on peut dire que le sport, c'est une activité de travail et de transformation du réel par la transcendance du corps. L'art est une activité de pure création, où on se déifie par l'imaginaire en créant une réalité. Et d'ailleurs, il y a une dimension donc religieuse, c'est pourquoi l'art, comme toute chose, était avant tout religieux. On peut prendre la citation du grand peintre abstrait précurseur russe Kandinsky qui disait « La création d'une œuvre est la création d'un monde ». Et Léonard de Vinci disait que la peinture était une science divine, par exemple. Ou Bach a dédié toute sa vie de composition musicale classique baroque à Dieu et à sa foi luthérienne. Le sport, l'art, la science, qui est une activité d'objectification du monde, au moyen avant tout du langage mathématique, pour mettre au jour des données sur le réel, et la philosophie qui décrit le réel. Et la religion, justement, qui est l'institution qui est garante de la foi et de la sagesse et de la spiritualité, au sens justement du rapport à l'esprit pur. Car quand on remonte au niveau fondamental, on retouche à cet idéal spirituel de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Donc voilà, donc ça c'était pour réexpliquer un petit peu les liens qu'il y avait entre toutes ces choses et en quoi la philosophie était, si je puis dire, la base commune, la matrice de tout ça. Et en quoi du coup l'idée de cette chaîne était de rediffuser cette vision de la philosophie qui était en accord avec la mienne et ma pensée pour revenir à l'essentiel et lui faire prendre une nouvelle dimension. Donc si je reprends les 3 grandes questions, du vrai, du bien et du beau, on peut dire que le vrai est un discours, un langage qui est en adéquation pure avec le réel, ce qui existe indépendamment de nous, et qui ne peut pas être défini réellement justement car il excède tout. Il excède le langage. Dans la psychanalyse lacanienne, qui a une forte dimension philosophique, voire métaphysique, il y a cette définition-là. Le bien, qui est du coup un idéal moral, qui pourrait être pensé, que je pense en tout cas, comme le réel voulu par l'absolu, et le beau, qui d'après Kant, dans sa critique de la faculté de jugement, une de ses grandes critiques, est ce qui plaît universellement sans concept. Alors après, c'est assez critiquable dans la pratique concrète, on pourrait reprendre des théories justement, j'ai fait des études dans ça donc je le sais bien, sociologique, de distinction de classe, etc., notamment bourdieusienne, sur qu'est-ce qu'est le beau, sur la relativité du beau, etc. On va dire penser de façon absolue, et indépendamment justement de nous, au niveau abstrait, c'est comme ça que Kant avait défini le beau, et donc on voit bien qu'il y a un lien justement avec la philosophie, la philosophia, notamment Sophia, et le côté amour, et cette idée justement, cet idéal de transcendance. D'ailleurs, dans l'expérience du gros livre de Ludwig Wittgenstein, il associe le mystique à ce qu'on ne peut pas décrire, à ce qui excède le langage, à ce qui excède tout, au bien, au vrai et au beau, et il considère qu'en fait c'est une seule et même chose. Et cette idée d'unification est une idée qu'on retrouve en fait dans toutes les sagesses antiques, et notamment qui a été théorisée comme un syncrétisme, c'est-à-dire une fusion et une union des différents types de sagesse, qu'on pourrait appeler œcuménique. Donc l'œcuménisme, c'est quand il y a des courants religieux qui s'associent et qui s'unissent par René Guénon, qui était un orientaliste français et penseur français, occultiste, qui était très lié à la tradition justement mystique, qu'il appelait la tradition primordiale. Donc ça, je pourrais y revenir plus synthétiquement. Donc l'idée, c'est de développer une vision holistique, comme quoi tout est lié, et moniste, structuraliste de la réalité, à partir de cette matrice commune qu'est la philosophie, dans l'objectif de spéculer pour spéculer, de penser pour justement parvenir à s'élever et partager cette passion qui me définit et qui donne un sens à mon existence, et qui, j'espère, pourra aider à donner un sens au vôtre. Voilà, par rapport à la dimension pratique et théorique de la philosophie, et le lien, justement, encore une fois, entre les deux, comme quoi tout est lié. Donc mon idée est d'arriver à une révolution, comme l'a fait Copernic en sciences, c'est-à-dire retourner les choses philosophiques, et comme l'avait fait Kant à l'époque de sa critique de la raison pure, où justement il avait essayé de démontrer qu'il y avait une limite épistémologique ultime. Donc épistémologie, c'est donc la branche de la philosophie qui étudie les conditions de possibilité d'accès au réel, donc la philosophie de la science, dans sa critique de la raison pure, où en fait il montrait que on était borné par notre langage et par nos sens, et que donc on ne pouvait pas accéder à la réalité ultime, et il voulait justement mettre fin à la métaphysique comme ça. Donc en épistémologie, c'est Karl Popper qui a défini ce terme de révolution. L'idée est d'arriver à une révolution philosophique où on pense autrement la philosophie et faire la dernière grande révolution philosophique. D'où l'idée
qu'avec une certaine tranche d'humour, mais aussi une réelle foi, je me présentais donc comme un prophète de la philosophie, de l'avènement d'une nouvelle philosophie, justement. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans un premier temps, vous définir la philosophie, ma vision de la philosophie. Et l'idée, c'est d'arriver à un nouveau paradigme. Donc un paradigme, c'est la matrice globale à partir de laquelle on pense le réel. Et ça a été défini en épistémologie aussi par Kuhn. Il s'appelait le penseur qui a défini ça. Donc l'idée est d'arriver à une nouvelle philosophie et d'opérer une révolution philosophique en revenant à une tradition primordiale et en liant la philosophie à tous les autres domaines que j'ai cités. Sport, religion, philosophie au sens plus restreint, académique justement, on peut s'en servir aussi, évidemment, quand même la base, science, religion, sport et même art, parce qu'on peut philosopher aussi à partir de là. Ensuite, la philosophie, comme toute discipline, ça a été borné, elle a différents courants. Donc on peut penser à l'existentialisme, qui a été, on va dire, théorisé dans son manifeste par Sartre, qui dit en gros que l'existence précède l'essence, une forme de vision très libertaire du réel, antidéterminisme justement, qu'on pourrait appeler contingente, qui estime que le réel est tel qu'il est, mais qu'il pourrait être autrement, et qu'en gros, appliqué au référentiel de notre vie, on décide d'être ce qu'on est et on est la somme de nos actes, mais il n'y a pas d'essence invariable, préexistante, à laquelle on pourrait rien, qui nous déterminerait. C'est l'inverse justement du conatus de Spinoza qui considère que tout est déjà écrit. Le structuralisme, par exemple, c'est un courant philosophique qui considère justement que tout est lié et qui est en lien justement avec les sciences sociales, notamment à partir de Lévi-Strauss en anthropologie, Ferdinand de Saussure en linguistique, ou même Lacan en psychanalyse. La philosophie analytique, qui veut définir la philosophie comme une forme de science. Or, effectivement, la philosophie n'est pas une science. C'était ce que les philosophes voulaient pour se donner une légitimité, mais en réalité, dans les faits, elle n'obtient pas de résultats concrets, et c'est pas un problème, parce qu'elle est là pour commenter le réel. Donc la philosophie analytique était très liée à la logique, et qui a été développée notamment en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est des différents courants, par exemple. Et ensuite, quand on prend les branches de la philosophie, ce qui me permet de faire le lien avec la réponse d'un commentaire très intéressant dans une vidéo par un certain Dominique, il y a donc la métaphysique, qui est la branche de la philosophie qui a trait aux questions les plus fondamentales, qui dépasse le cadre de l'expérience, sur la vie, la mort, le néant, l'infini, Dieu, etc., qui est liée donc à la théologie, au discours sur la religion, l'épistémologie, qui est la philosophie des sciences, sur les conditions de possibilité d'accès par une conscience au réel, l'éthique et la philosophie de la morale, sur justement la question en particulier de qu'est-ce qui est bien, l'esthétique, la philosophie qui a pour but d'essayer de définir et de penser ce qui est beau, et la politique qui a pour but de réfléchir aux grands principes qui permettraient ensuite de régir la vie en communauté et en collectivité. Voilà, donc ça c'est en gros les grandes branches qui peuvent être sous-divisées en petites branches. Par exemple, dans la métaphysique, la branche ultime est l'ontologie, qui signifie étude de l'être. Il y a d'autres branches, il y a la métaphysique sur le temps, il y a la métaphysique sur toutes les grandes questions. Bref, ça peut encore être subdivisé en petites branches, mais ça c'est en gros les 5 branches de la philosophie. Et là, je vous ai donné 3 courants comme ça. Voilà, donc je pense vous avoir défini la philosophie, ma vision de la philosophie, comment la philosophie va être abordée sur cette chaîne, et vous donner quelques exemples avec les branches de la philosophie, des grands courants. Et c'était l'idée de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.